Bonjour à toutes et à tous. Donc, en attendant l'arrivée d'autres participants, on va peut-être commencer en douceur avec une petite présentation donc de ce webinaire, de ses objectifs et des panélistes qu'on a aujourd'hui autour de la table. Donc, déjà, un grand merci à toutes et à tous de vous être connectés et inscrits aujourd'hui à ce deuxième webinaire donc, il fait suite à un webinaire de la semaine dernière sur la santé numérique et chirurgie. En tant que modérateur, je serai accompagné et j'ai le plaisir d'être accompagné de Hamza Lafzili, qui est référent et responsable plateaux médicaux techniques à l'agence, donc à la direction de l'offre de soins de l'agence régionale de santé, et bien évidemment d'Alicia Amari, qui est également chargée de tout ce qui est MedTech, filiale MedTech de Medicine, que je laisserai également se présenter rapidement tout à l'heure, qui est donc notre partenaire sur ce projet d'accompagnement de la montée en charge et de l'accompagnement de la mise en place et mise en œuvre de projets d'innovation en santé numérique dans, bien évidemment, le parcours chirurgical du patient. Donc, merci encore à Medicine et à Alicia, et merci bien évidemment aux panélistes et aux intervenants de se être rendus présents parmi nous. En deux mots juste, moi je suis Émile Mawad, je suis chef de projet et responsable innovation numérique à la direction de l'innovation, de la recherche et de la transformation numérique de la RS Île-de-France. Et donc, je travaille sur ce projet avec la direction de l'offre de soins et l'ORCA, donc l'Observatoire régional de la chirurgie ambulatoire, et donc avec le professeur Henri-Jean Philippe, et avec Hamza, dont je présentais tout à l'heure. Et donc, ce webinaire rentre dans un parcours un peu plus global d'un projet qu'on soutient depuis l'année dernière, donc depuis 2023, et fait suite à un appel à manifestation d'intérêt qu'on a lancé en 2023, comme je l'ai dit, qui servait et qui avait vocation à recenser des innovations, des innovations venant de fournisseurs de solutions et d'industriels qui donc travaillent sur le parcours chirurgical du patient, qui interviennent à un moment donné dans le parcours chirurgical du patient, que ce soit en pré, per ou post-opératoire, et donc voir comment le numérique et l'innovation peuvent servir à améliorer, à changer les pratiques, à améliorer la prise en charge des patients dans ce parcours chirurgical. Donc, suite à cet AMI-là, on a pu retenir 15 solutions qui sont présentées aujourd'hui et qui ont été présentées la semaine dernière, des solutions très différentes, des solutions très diversifiées, afin de pouvoir vous les présenter, les mettre en avant bien évidemment, afin qu'ils puissent se présenter à vous rapidement, mais également pour que vous puissiez par la suite rentrer en contact ensemble et proposer par la suite des projets qu'on pourra accompagner collectivement avec l'ARS. Et donc, Hamza vous en dira quelques mots sur les modalités en conclusion de ce webinaire-là. Mais donc, l'objectif, c'est qu'on puisse, à travers ces webinaires-là, mais aussi par d'autres biais, pouvoir voilà, organiser des réponses à des appels à projets que l'agence pourra porter sur ce sujet-là. Et donc, l'objectif, c'est voilà, de vous faire présenter ces initiatives-là et vous donner un peu une vision globale de ce qui existe aujourd'hui sur le marché en tant que solution numérique innovante. Je laisse la parole à Alicia avant de démarrer. Bonjour à tous, donc je suis Alicia Amari, chef de projet médical quelques différents sujets, par exemple des financements dilutifs, non dilutifs, des partenariats, donc de notre intérêt pour cette AMI, l'ouverture à l'Europe, l'international, etc. Et d'autres des académiques, des experts cliniques, des collectivités. Et nous sommes très impliqués depuis plusieurs années dans l'écosystème, particulièrement de l'innovation chirurgicale. Donc, vous avez sûrement entendu parler de nos dernières manifestations, le congrès chirurgie 4.0 et le village d'innovation chirurgicale qui aura lieu la semaine prochaine, lundi et mardi prochain, au sein du salon Made in Tex. On est
donc très impliqués sur ces sujets et on soutient cette thématique de l'innovation en santé. Donc c'est pourquoi nous avons soutenu aussi particulièrement l'initiative de l'ARS qui justifie une fois de plus l'intérêt de la santé numérique en chirurgie et qui permet aussi de fédérer cet écosystème de l'innovation chirurgicale dans le but d'améliorer la prise en charge des patients. Donc on vous souhaite à tous un très bon webinaire. On espère que ce sera très utile pour tout le monde. Et je vais laisser la main à Émile pour la Merci suite. beaucoup, Alicia. Donc, comment se déroulera ce webinaire? En deux temps. Premier temps, on pourra présenter donc trois solutions innovantes qu'on va voir se dérouler avec des temps de prise de parole de 5 minutes en forme de pitch, suivi par donc une petite séance de questions-réponses d'à peu près 10 à 15 minutes. Donc, n'hésitez pas à préparer, à poser toutes vos questions dans l'onglet questions-réponses, donc QR. Et donc, on pourra prendre les questions, l'ensemble de ces questions-là après les trois premières présentations, qui sera suivie donc, par une deuxième séance de trois présentations également, donc de trois projets différents, et donc une deuxième séance de questions-réponses vers la fin. Donc, également, vous aurez le temps de reposer des questions, peut-être aux premières solutions que vous avez vues, vous n'avez pas eu le temps de poser des questions. Et donc, sera suivi par une conclusion, comme je l'ai dit tout à l'heure, par Hamza, qui vous parlera un petit peu plus des modalités de suite deux accompagnements de cette démarche-là. Sans plus tarder, donc, on va lancer les présentations et on va commencer donc avec Revinax et Simedis qui vont donc nous présenter leurs solutions. Je vous laisse la parole, donc les docteurs Maxime Ross et donc c'est le docteur Cyril Brec. Oui, bonjour, merci beaucoup de cette opportunité de présenter. Donc, Maxime, je suis neurochirurgien. Je vais présenter la société Revinax. Je suis accompagné de Cyril Brec, qui est biomécanicien, qui a développé la société SimDis et le produit SimLife. Et je vais vous parler de l'association que le partenariat qu'on a mis en place, qui pour nous fait grand sens dans le cadre de la pédagogie chirurgicale. Je vais vous partager mon écran, couper ma vidéo pour conserver du flux. Donc, l'idée, en fait, c'est de se dire comment on apprend un geste en chirurgie. Ben, on passe beaucoup de temps en étant au bloc opératoire et en étant à côté de celui qui réalise le geste sans vraiment pouvoir voir exactement ce qui se passe. Celui qui voit le mieux et qui comprend le mieux, c'est celui qui est en train de faire. Donc, l'idée de Revinax, initialement, ça avait été de développer un dispositif de captation que porte un professionnel de santé lorsqu'il ou elle réalise une procédure. Vous voyez, il a sur les épaules, il y a un bras qui vient au-dessus de la tête, deux caméras. On vient filmer le point de vue à la première personne. Alors, en quoi c'est important le point de vue première personne? On sait dans la littérature que sur une vidéo, ça va permettre de diminuer les erreurs de 50%. L'idée de Revinax, ça a été plutôt que de le regarder à plat sur un écran, c'est de le mettre dans une application, l'application Revinax en réalité virtuelle, pour avoir la sensation non pas de visualiser une scène, mais de vivre une expérience. Si je mets pause, vous voyez maintenant qu'il y a la vidéo qui est face à moi. Alors, il faut s'imaginer quand on a un casque devant les yeux. On a vraiment la sensation d'immersion et de pouvoir vivre l'expérience au travers des yeux du professionnel. Dans le reste de l'environnement, on vient ajouter des données additionnelles qui permettent de compléter la pédagogie en cours, que ce soit une imagerie, un PowerPoint, ou alors de l'autre côté, même un rappel anatomique. Enfin, la dernière fonctionnalité, c'est en levant la tête. Alors là, encore une fois, je le fais avec la souris, mais quand on a un casque sur les yeux, c'est en levant la tête, on a accès aux différents chapitres qui correspondent aux différentes étapes de la procédure. C'est ainsi qu'en fait, on présente une technique opératoire, un protocole. C'est une façon différente de présenter ce genre de notice, avec toujours pareil, le tutoriel immersif qui est le point de vue première personne, les données additionnelles et les chapitres en haut. On a fait ça dans beaucoup de spécialités, toutes les spécialités, que ce soit aussi par exemple ici en chirurgie abdominale ou ici dans une chirurgie de l'épaule. Alors, la grande particularité aussi, ça a été de se dire comment on fait pour déployer, parce que ce n'est pas tout le monde qui a un casque de réalité virtuelle. On a sorti une application qui permet d'avoir accès au contenu avec ou sans casque sur son téléphone portable. Donc, Revinax, à la base, c'est ça. On filme les interventions, point de vue première personne, on a le lecteur de réalité virtuelle et ensuite le déploiement. Cimedis a créé une façon de pouvoir simuler une intervention chirurgicale plus vraie que nature à partir des corps qui sont donnés à la science. Ils ont créé un dispositif qu'ils branchent sur un corps, donc qui a été donné à la science préalablement, bien entendu, et ce corps va pouvoir être ventilé, donc se mettre à respirer, avoir donné la sensation d'une respiration, et grâce à un avatar de sang qu'ils ont défini, qui est breveté et qui correspond à la très proche mécaniquement de la viscosité du sang et de sa couleur, bien entendu, faire saigner ce corps.
Le corps est ventilé, le corps saigne, et donc les chirurgiens qui sont en train de travailler sur ce corps ont vraiment la sensation d'avoir un corps vivant. Et c'est ainsi que cela permet d'optimiser au maximum le don du corps à la science et d'avoir un simulateur qui soit plus vrai que nature. Dans le panel des simulateurs qui existent, SimLife propose en fait, par la société Sim10, propose en fait le simulateur le plus proche du réel, puisque c'est à partir d'un corps réel. De l'autre côté, vous avez Revinax qui propose de capter des images réelles et d'en faire des tutos qu'on va mettre ensuite en réalité virtuelle. Et donc, ça nous semblait logique de s'associer entre nous pour ainsi pouvoir créer du contenu à partir d'un bloc simulé. Le bloc simulé, c'est le bloc Sim10, c'est-à-dire avec la revitalisation cadavérique, et de capter ce contenu à la manière de Revinax. Ici, c'est très schématique, c'est juste pour dire qu'en fait, on a la possibilité de contrôler le son, l'image, et d'avoir des images qui font passer pour des chirurgies réelles. Pouvoir capter ainsi un très grand nombre de contenus, une banque de tutoriels immersifs, le tutoriel tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure, de pouvoir ensuite revenir sur ce bloc simulé avec le SimLive de Sim10 pour pouvoir s'entraîner et ensuite pouvoir être évalué dans ces conditions qui sont les plus proches du réel. Donc voilà, le tout est vraiment basé autour de ces conditions proches du réel. On part du bloc simulé qui va nous permettre de filmer un grand nombre de chirurgies, de protocoles qui peuvent être aussi au-delà de la chirurgie, des gestes techniques, médicaux ou infirmiers, de faire cette base de données que les gens puissent consulter, se former, ensuite venir s'évaluer à nouveau sur le SimLife. Voilà ce que je voulais vous partager et l'association que l'on a mis en place qui nous semble être pertinente pour pouvoir répondre à la nécessité de formation en chirurgie. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Donc encore une fois, n'hésitez pas à préparer vos questions et à les poser directement sur la partie questions-réponses du chat. On passe tout de suite à AMA Rofim, donc avec Thomas et Émilie, donc directeur commercial d'AMA donc pour Thomas et CEO de Rofim pour Pour Émilie. Émilie. Donc bonjour à tous, on va vous présenter donc avec Émilie une association également parce qu'on a en travaillant avec plusieurs chirurgiens, on s'est rendu compte que la complémentarité de nos deux offres permettait d'avoir une solution de bout en bout et vraiment. Alors je pense que là ça va un peu vite, on va peut-être Oui. remonter un peu. Euh, En tout cas, l'idée de ce consortium avec Rofim, c'est que nous, à Emma, on est un éditeur de logiciels et on intègre du matériel tierce comme les lunettes connectées ou des caméras. L'idée, c'est de faire de la chirurgie en live et c'est vraiment de pouvoir le faire au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc, on développe ces solutions logicielles pour pouvoir faire du live sur différents supports, on verra après. Et derrière, ça va permettre d'apporter à la fois une expertise de la part du requis ou du requérant. Donc, on va pouvoir se positionner sur différentes parties. Cette solution, aujourd'hui, elle est utilisée par un grand nombre de medtech, que ce soit dans la chirurgie cardiaque jusqu'à d'autres parties, comme par exemple Alcon sur la partie des yeux. Donc, on va être capable de capter un maximum de sources qui vont des colonnes de célioscopie aux lunettes connectées en passant par des caméras tierces et de façon à préparer au mieux la chirurgie et de pouvoir avoir les meilleurs éléments pour pouvoir avoir le meilleur, par exemple, téléproctoring ou le meilleur live possible. On s'est associé avec Rofim, dont je vais laisser maintenant Émilie présenter les caractéristiques et les spécialités. Bonsoir à tous, je suis ravie d'avoir l'opportunité de vous présenter Rofim. Rofim, c'est une société marseillaise que j'ai cofondée en 2018 avec un chirurgien vasculaire toujours en activité. On est membre du pôle Eurobiomed. Et en fait, notre solution, elle est vraiment basée sur un besoin de terrain, donc multimodule pour convenir le plus à tous les professionnels de santé. On a un module de téléexpertise synchrone et asynchrone. On permet également de la téléconsultation assistée et autonome. Nous avons un module de IRCP et également le dossier communicant en cancer. Aujourd'hui, on est dans plus de 1000 établissements et on a presque 40 000 professionnels de santé qui nous utilisent. Slide d'après, s'il vous plaît. Et donc, en fait, comme le disait Thomas, qu'est-ce que notre but, c'est de simplifier la vie et le quotidien des professionnels de santé. Et c'est ce qui nous a aussi drivé dans ce partenariat avec AMA. Donc, comment ça se déroule? En 6 étapes. Tout d'abord, voilà, on a besoin d'une telle expertise parce qu'il y a une opération complexe qui est prévue. Et en fait, un confrère souhaite avoir un avis d'un de plusieurs experts qui a déjà eu l'habitude de faire cette procédure.
2, on va créer le dossier. Donc, on va renseigner l'information du patient sur la plateforme en créant une demande de téléexpertise avec des formulaires qui vont être pré-remplis et on va partager des images préopératoires. Le troisième, on va fixer un rendez-vous. On va fixer le rendez-vous à l'heure et la date du bloc avec les experts requis. L'opération débute grâce à la technologie, donc Expertise. L'intervention, elle est retransmise simultanément via notre système de visioconférence sur Ofim. Tout est automatiquement, donc tout ce qui est transmission à l'assurance maladie est automatiquement effectué sur Ofim. Et on a également le post-op parce que l'idée, c'est que ce soit vraiment du pré-op, de l'opératoire et du post-op. Et on fait également du post-op avec deux suivis en téléconsultation si nécessaire. Le slide d'après, s'il vous plaît. Voilà, donc comment ça se passe au niveau du bloc opératoire? Donc on va pouvoir avoir récupéré les colonnes de célioscopie à gauche. Donc on a des boîtiers de multiplexage. Donc on va récupérer via un système qui est très facile d'installation. En 10 minutes, on est capable d'installer un bloc. Bien sûr, si on a bien eu les accès au niveau des réseaux et notamment du Wi-Fi, mais en général, on prépare tout ça de façon à ce que ce soit une mise en place facile et non contraignante pour le chirurgien, mais également pour les IBOD ou l'ensemble du bloc opératoire. Après ça, on a des lunettes qui permettent d'avoir la vue du chirurgien. Et on va aussi également avoir, grâce à la partie Rofim, tout ce qui est imagerie, tout ce qui est historique du patient. L'avantage sur cette solution complète, c'est qu'on va pouvoir, côté visio et côté vue et côté interaction, on va pouvoir avoir jusqu'à 3 vues simultanées, voire 4 même. Et on va pouvoir, pendant les échanges, en live, pouvoir prendre de la photo, pousser du document, interagir sur le flux en dessinant, par exemple, en montrant des zones, en zoomant sur des zones. L'idée, c'est vraiment d'avoir une solution collaborative. Le tout est chiffré, sécurisé. On est sous toutes les normes de la santé, que ce soit au niveau national ou international. On héberge et on ne sauvegarde aucune donnée. C'est important. Depuis 2014, la première chirurgie qu'on a faite entre la France et le Japon, les solutions ont beaucoup évolué, mais notre solution est restée toujours avec son ADN, qui était la sécurité et la sécurité des données. Donc, c'est une solution qui, aujourd'hui, on est capable de faire des lives entre différents établissements, que ce soit nationaux ou internationaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'association avec Rofim va vraiment pouvoir permettre de créer aussi, via tout le fil conducteur qui est un réseau propre à Rofim, de pouvoir aussi mettre en relation les différents acteurs au niveau national et international. Et on sait qu'aujourd'hui, la chirurgie française s'exporte. On a des compétences reconnues au niveau international. Donc, sachez que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'ARS Île-de-France n'a pas de frontières. Et ça, c'est important. Et c'est la force aussi de notre solution Rofim AMA. Donc, ce qu'on vous propose peut-être, c'est de voir un peu. Voilà. Donc, au niveau du bloc opératoire, vous avez la caméra avec le chirurgien à gauche qui porte la caméra. Il a un écran devant lui qui permet d'avoir le retour de ce qu'il diffuse, mais également d'avoir de l'interaction avec la personne en simultané. On a ici devant une petite caméra PTZ, donc qui va pouvoir se contrôler à distance, c'est-à-dire que tout ce qu'on va pouvoir contrôler ici, côté observateur, il va pouvoir le faire également. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, via un curseur, montrer quelque chose, ou prendre la photo, ou dessiner, ou mettre les zones, c'est la personne qui va être à l'autre bout et qui va être l'observateur qui va pouvoir contrôler tout ça. Et ensuite, on va avoir une troisième vue qui est la colonne de célioscopie qu'on va récupérer et qui va permettre d'avoir la vue extérieure interne du patient, extérieure avec une vue d'ensemble et également une vue la plus proche, celle des mains du chirurgien. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit en image sur un petit film qu'on a réalisé. Donc, on a eu l'occasion et notre rencontre s'est faite par l'intermédiaire de BOPA, que vous devez connaître au niveau de la PHP avec Eric Bibert. Et on a fait un tournage qui permet de bien montrer entre le CHDEX et BOPA sur ce qu'on est capable de faire au niveau de Rofim, ce qui est déjà utilisable et diffusable et déployable dès aujourd'hui. La plateforme de téléexpertise AMA Expertise Rofim présente une valeur ajoutée à la fois pour le centre requérant et le centre expert, avec le patient au centre du dispositif. Pour le patient, la discussion en amont du dossier sur la plateforme d'IRCP Rofim permet d'anticiper les éléments clés de la prise en charge en préopératoire, mais également les aspects techniques de la chirurgie.
Je m'appelle Rémi Bombardion, je suis chirurgien digestif sur l'hôpital d'Aix-en-Provence depuis environ 15 ans. Lors du lancement de la plateforme Eurofilm, le premier intérêt qui s'est imposé, qui a été vraiment un outil très précieux, c'est le transfert d'images, de scanners. Et on n'avait aucun logiciel auparavant qui permettait de le faire de manière sécurisée. Par la suite, Eurofilm a nettement progressé dans d'autres fonctionnalités, notamment la création de RCP, donc de réunions de concertation pluridisciplinaires. En fait, c'est totalement illimité en fonction des experts de certains plateaux techniques ou de certains services, notamment au CHU. En cas de suite opératoire compliquée, la discussion en amont du dossier permettra un meilleur soutien du centre expert vers le centre requérant. Jusqu'alors, on utilisait Eurofilm dans la période préopératoire. Et aujourd'hui, grâce à l'intégration d'Expertise, on peut amener directement notre confrère au bloc opératoire, qui peut nous accompagner grâce à l'utilisation de lunettes connectées ou de caméras tierces. À ma connaissance, c'est inédit, nous n'avons pas d'équivalent. Moi, mon conseil serait plutôt de contrôler ta veine mésentérique supérieure, justement, juste là où tu pointais à l'instant, sous le pancréas. Ouais, tu la contrôles par là. De la contrôler par au-dessus, comme ça elle est contrôlée au-dessus et en dessous de ton pancréas. La mise en place du casque nécessite quand même un réglage avant pour bien régler le retour image dans l'œil droit. En tout cas, la liaison est impeccable, la qualité d'image apparemment pour ceux qui sont en face est excellente. Les acquisitions de photos sont immédiates, il a pu faire des marqueurs et pointer. Pour le centre requérant, c'est un transfert d'expertise permettant le maintien d'activité et le renforcement de la pratique sur les cas complexes. Pour le centre expert, la possibilité de jouer son rôle de soutien au-delà des limites kilométriques. Mais la solution permet également une collaboration entre centres experts pour des situations chirurgicales techniques complexes comme la transplantation ou l'utilisation de machines de perfusion. Voilà, et on va laisser là-dessus. On est également présent en visorégulation également pour tout ce qui est SAMU. Par exemple, tous les SAMU d'Île-de-France, on utilise notre solution pour tout ce qui est visorégulation. On va peut-être laisser la place au suivant, parce qu'on a déjà dépassé de 2-3 minutes, je crois, notre timing. Mais on est à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation et la vidéo. Et on passe sans attendre plus à Wondercraft, donc avec Jeanne, Margot et Sophie, que je vais se présenter bien évidemment sur Wondercraft. Voilà. Bonjour à tous, donc je m'appelle Jeanne Van Meris et je suis kinésithérapeute au sein de l'entreprise Wondercraft. Je suis accompagnée du coup de Margot Blum qui est également kinésithérapeute et de Sophie Pélas qui est la directrice commerciale et responsable des partenariats stratégiques à Wondercraft. Et aujourd'hui, je vais vous présenter du coup notre exosquelette de marche à Talent X qui répond à un certain nombre de problématiques dans la prise en charge post-chirurgicale et notamment l'immobilité des patients à laquelle les soignants font face et qui génère de nombreuses complications, qu'elles soient souvent d'ordre cutané, respiratoire, digestive, infectieuse ou locomotrice. Et je vais vous présenter un cas clinique d'un de nos centres partenaires qui a pris en charge un homme de 62 ans au sein du service de neurochirurgie suite à une hémorragie sous-arachnoïdienne et qui présentait, en plus de la parésie du fait de la pathologie initiale, un déficit moteur généralisé, des troubles sévères, dont une désorientation spatiale assez importante, des phénomènes de constipation, un syndrome dépressif et un déconditionnement important. Il nous avait été rapporté une certaine frustration de la part des professionnels du service qui connaissaient très bien les recommandations de la HAS pour la précocité de la prise en charge post-chirurgicale et également tous les principes de rééducation que sont la précocité de la prise en charge, l'intensité, mais aussi la spécificité. Mais en fait, il faisait face à un certain nombre de défis, notamment un manque de personnel, des prises en charge complexes avec des patients souvent très lourds, avec peu de motricité, des troubles cognitifs importants, ce qui conduisait finalement à des séances de rééducation finalement pas assez intenses par rapport à ce qu'ils auraient aimé effectuer, et donc peu de temps de verticalisation et peu de pas réalisés avec ces patients-là, ce qui était finalement la source de leur frustration. L'exosquelette à Talent X répond à un certain nombre de ces besoins. Notamment, il s'adapte très facilement à la morphologie du patient et il permet de prendre en charge des profils très variés, notamment parce qu'il est équilibré et du coup, il permet au patient de ne pas utiliser ses membres supérieurs et donc de ne pas utiliser de canne ou de déambulateur, par exemple, pour se déplacer.
Tout cela s'effectue bien évidemment en toute sécurité du patient et ça amène aussi à peu de charges physiques déployées par le professionnel de santé pour mobiliser ces patients-là. Donc, je vais vous passer une petite vidéo d'illustration. Donc, le patient, en fait, initie que ce soit la levée de l'exosquelette ou la marche en se penchant légèrement en avant et ce mouvement est détecté par un capteur de mouvement qui est situé dans la veste de l'exosquelette et qui permet à l'exosquelette, du coup, soit de se lever, soit de marcher en avant, de marcher en arrière ou de marcher sur les côtés, en fonction du mode choisi par le professionnel qui est derrière l'exosquelette. Cet exosquelette, il permet également une spécificité de la prise en charge parce qu'il va permettre d'ajuster l'assistance de l'exosquelette aux capacités du patient. Et ainsi, le professionnel va pouvoir moduler l'assistance de l'exosquelette entre 100% d'assistance jusqu'à moins 25%, ce qui signifie finalement une certaine résistance, et ce qui va permettre vraiment d'ajuster la prise en charge aux capacités du patient. Un rapport de session est disponible à la fin de chaque séance et un graphique s'autogénère à la suite de plusieurs séances pour suivre bien évidemment les progrès du patient qui vont aller dans le sens d'une amélioration du nombre de pas et d'une diminution de l'assistance de l'exosquelette pour réaliser la marche. Et tout cela, pour quel bénéfice? Alors, si la vidéo veut bien s'arrêter et la diapo passer. Voilà, tout cela pour quel bénéfice? Chez la plupart des patients que les centres dont les centres nous rapportent les résultats, ils observent notamment une lutte contre l'hypotension orthostatique, une lutte contre les rétractions orthopédiques et les attitudes vicieuses que le patient pourrait adopter lorsqu'il est alité, une lutte contre les escarres, parce qu'en finalement, on va mobiliser davantage les points d'appui du patient et donc on va éviter l'apparition d'escarres, l'amélioration de la motilité digestive, la réhabilitation, qu'elle soit cardiovasculaire ou respiratoire, précoce avec de la mobilisation des volumes pulmonaires, une potentialisation de la récupération neurologique selon la pathologie du patient, et bien sûr une stimulation cognitive assez importante finalement des patients avec une amélioration de leur morale au fur et à mesure des séances. Je terminerai cette présentation par vous dire que nous sommes en train d'effectuer 2 études pilotes avec 2 centres, un en France qui est le service de neurochirurgie de la Pitié-Salpêtrière et un aux États-Unis qui est le service de soins intensifs en cardio-thoracique de l'hôpital Brigham Women qui se situe à Boston et qui est affilié à l'université de Harvard. Et on est très heureux de collaborer avec ces 2 grands centres de renom, avec qui, du coup, nous effectuons des études pilotes pour valider la faisabilité et la sécurité d'utilisation de notre dispositif au sein de leur service. Bien sûr, le but est par la suite d'étudier, finalement, d'effectuer avec eux des études d'efficacité pour potentialiser et pour bien mettre en avant les bénéfices que notre exosquelette amène à leur service et aux patients qui sont intégrés à leur service. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup pour cette présentation et cette roadmap très claire. Une petite pause avec des questions et quelques questions qu'on pourra prendre à cette étape-là avant de redémarrer avec les 3 prochains projets. Et je vois qu'on a une première question. Donc, pour la solution 2, donc AMA Rofim, est-il possible de récupérer un flux issu de la microscopie pour chirurgie sous microscope et d'associer temps ouvert sur temps micro? Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers. De toute façon, nous, on récupère les signaux derrière les machines, hein. On n'intervient pas sur le flux micro. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais le mieux, ça serait de tester. Voilà, en tout cas, on a une personne dernièrement qui nous a demandé sur la microchirurgie. Il n'y avait pas de soucis particuliers. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème particulière, on récupère en fait le signal directement depuis la machine. Merci beaucoup Thomas pour cette réponse. Donc n'hésitez pas du tout, comme on l'a dit tout à l'heure, de poser toutes vos questions ici. En combien de temps en moyenne l'exosquelette peut-il redonner une autonomie au patient? J'imagine que c'est pour Wondercraft. Je vais commencer la réponse. Ça va vraiment dépendre au final des capacités initiales du patient. Dans les centres que nous avons, j'ai envie de dire, si des patients viennent de se faire opérer, donc ça va évidemment dépendre de l'opération initiale, mais
suite à un AVC, il y a déjà des patients qui ont été très rapidement mis dans l'exosquelette à une semaine, 2 semaines, et une autonomie, tout dépend de ce qu'on appelle une autonomie, mais avec un recouvrement de la marche qui, finalement, les professionnels du service, allait plus rapidement que une rééducation dite classique. Bien sûr, le but n'est pas de remplacer la rééducation dite classique, mais bien de la compléter en offrant une possibilité supplémentaire euh, permettant d'effectuer plus d'exercices, en tout cas plus intenses et de plus longue durée. Merci. Je peux répondre du coup sur la seconde question qui concerne l'interdiction d'appui sur le membre inférieur. Un des avantages de l'exosquelette, c'est qu'il y a 100% d'appui de poids de corps au niveau des pieds et donc du coup, c'est pas adapté en l'occurrence à des personnes qui ont des fractures et donc des interdictions d'appui. Par contre, on a déjà eu pas mal d'expériences avec des patients amputés qui ont donné des très bons résultats. Merci beaucoup pour cette deuxième réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions sur ces 3 premiers projets? Comme vous l'avez vu, hein, on a un scope de projets très différent, certes très intéressant, très différent, très complémentaire aussi dans la mise en œuvre, comme j'ai dit en préambule, dans la place qu'ils peuvent prendre dans le parcours chirurgical du patient. Donc ça peut aussi beaucoup alimenter les idées. La différence par rapport au premier webinaire, c'était qu'on était vraiment beaucoup plus sur l'applicatif et du suivi de patients à travers des plateformes, des interfaces, des applications. Et là, on est plus sur des dispositifs en soi, un dispositif que ce soit médicaux ou autres, mais des dispositifs ou des objets connectés ou autres, qui donc sont plutôt à usage professionnel et patient. Donc, on a un scope très large. Selon On les a une discussions autre. sur les exosquelettes, pensez-vous une place plutôt en rééducation pour renforcer et accélérer la rééducation ou en post-op immédiat? Désolé, Alicia, je pensais que tu voulais. Euh, du coup, pour répondre à cette seconde question, actuellement, on est déjà implanté dans le monde de la rééducation dans plus d'une trentaine de centres. Et en fait, justement, au cours de cette expérience en rééducation, on s'est rendu compte que ça pouvait aussi avoir un intérêt en post-op et en réanimation aussi. Et donc, c'est pour ça on a élargi un petit peu nos capacités, notre domaine de compétences. Merci Margot pour cette réponse. Là, on a une question pour l'association des sociétés Revinax avec Maxime Ross et Céline avec Cyril Breck. La question est, quels sont les domaines d'application et comment se font l'évaluation des apprenants? Donc, bonjour à tous, je suis Cyril Brec. En fait, les domaines d'application pour les deux sociétés, hein, plus particulièrement, moi, c'est Simedis, le SimLife, on a testé même en chirurgie interventionnelle, en microchirurgie, en célioscopie, en robotique chirurgicale, on va même jusqu'au damage control, donc on est vraiment sur tous les domaines. Et on a même fait de l'ophtalmo, donc en fait, on repousse les limites du modèle. Et pour commencer à évaluer les apprenants, donc en fait, on a développé une application qui s'appelle Live and Debrief, qui permet de scénariser la chirurgie opératoire qu'on a envie d'enseigner avec des items. Et c'est des évaluations numériques et vous avez des évaluateurs qui cochent compétences acquises et non acquises. Et le débriefing se fait de manière quasiment automatique on a une vidéo ici de Rovinac qui permet de coupler les items et la vidéo, donc revoir les erreurs que l'on a fait directement après le débriefing. Voilà, j'espère avoir répondu. Merci Cyril. Je pense qu'on peut enchaîner. On a une autre question côté Wondercraft cette fois-ci. La question est, est-ce qu'il y a une limite de poids pour le patient qui empêcherait l'utilisation d'un exosquelette? Alors, effectivement, il y a une limite de poids théorique qui est de 100 kg. Après, cette limite a été plusieurs fois un peu modulée en pratique, hein, bien sûr, en tout cas, parce que en fait, ça va beaucoup plus dépendre de la largeur du bassin du patient, s'il est capable finalement d'être dans l'exosquelette. On est déjà monté, certains centres ont déjà mis des patients qui pesaient environ 108, 110 kilos, il me semble, jusqu'à ce qu'on ait monté. Donc, ça dépend beaucoup plus finalement de la largeur du bassin du patient pour rentrer dans l'exosquelette. Merci Jeanne pour cette réponse. Ok, bah, je pense qu'on peut aller, on peut avancer avec la présentation des trois autres panélistes. Donc,
Durant ce créneau, on va voir les présentations de InHeart, SurgeCare et RDS. Donc, on va pouvoir commencer tout d'abord par InHeart avec Jean-Marc Perra, qui est CTO et fondateur. On vous laisse présenter votre Ouais. écran. Bonjour. Alors, hop. C'est bon, on voit bien. Vous voyez bien, c'est parfait. Alors, moi, je suis Jean-Marc, le CTO et cofondateur d'InHeart, qui est une spin-off de l'IHU Lyrique à Bordeaux, qui est un des centres leaders dans le monde dans tout ce qui est arythmie cardiaque. Et on a développé et on commercialise un jumeau numérique du cœur du patient qui va être utilisé, qui va permettre en fait d'aider à la planification et au guidage des interventions d'ablation par cathéter, qui sont des interventions sur les patients atteints d'arythmie cardiaque, donc de troubles électriques du cœur. Alors, le problème avec ces interventions, c'est que la plupart du temps de l'intervention est dédié à un diagnostic intraopératoire, un diagnostic électrique, donc qui se fait avec un cathéter. C'est un instrument qui rentre à l'intérieur du cœur en rentrant par les vaisseaux. Et on va aller toucher les parois du cœur et prendre des mesures électriques pour identifier les zones d'activité électrique anormale et donc identifier les cibles de l'intervention. Et ça prend énormément de temps, c'est opérateur dépendant, c'est complexe. Et donc voilà, ça peut durer jusqu'à 4-5 heures dans des interventions d'ablation par cathéter de tachycardie ventriculaire. Et en fait, la thérapie elle-même, l'ablation, donc on va brûler du tissu cardiaque pour corriger les problèmes de conduction électrique, elle dure au maximum 1 heure, une fois qu'on a identifié ces cibles. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'utiliser donc notre jumeau numérique du cœur du patient, qui est généré à partir d'images médicales préopératoires, donc du scanner ou de l'IRM, avec nos outils d'intelligence artificielle. Donc on va extraire une anatomie détaillée du cœur du patient, mais pas que. Ça va aussi donner des informations sur les anomalies structurelles du muscle cardiaque. Alors vous allez me demander quel est le rapport avec les anomalies électriques du cœur. Eh bien, c'est juste que ces anomalies structurelles, qui sont notamment dues à de la fibrose des cicatrices, vont perturber électrique dans le muscle cardiaque et donc créer ces arythmies. Et donc la géométrie, l'hétérogénéité de ces cicatrices ou fibroses qu'on voit à l'imagerie vont permettre d'identifier potentiellement les zones les plus à risque d'être à l'origine de ces arythmies. Et donc, on va pouvoir, de manière préopératoire, avant même le début de l'intervention, planifier son intervention et ensuite intégrer, comme on peut le voir à droite dans la vidéo, nos jumeaux numériques dans les systèmes de navigation existants des différents constructeurs. Et on peut voir naviguer donc le cathéter à l'intérieur de nos jumeaux numériques et aller vers les cibles préalablement identifiées, ou les zones qui ont été identifiées, et vérifier ensuite avec des mesures électriques qu'on est bien au bon endroit. Donc ça permet de rendre ces interventions beaucoup plus rapides, parce qu'on zappe, on raccourcit tout du moins toute cette phase exploratoire avec un cathéter pour prendre les mesures électriques. Et donc des interventions qui duraient 5 heures habituellement durent plus que 2 heures et sont plus efficaces. C'est-à-dire qu'on passe à un taux de réussite de 60 à 75%, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de récurrence et donc moins de chances d'avoir une seconde intervention pour le patient et donc de devoir retourner à l'hôpital. Donc ça, ces résultats, ils ont été publiés dans différentes études rétrospectives ou prospectives. Et on a une étude randomisée contrôlée en cours actuellement en Europe, dans une quinzaine de centres, 4 pays, dont les résultats sortiront courant 2025, et qui est associée à une étude médico-économique pour voir justement cet impact, l'impact pas seulement clinique, mais financier sur les différents acteurs du domaine. Alors cette solution, elle est actuellement présente à l'international. On a plus de 140 utilisateurs actuellement à travers le monde, entre l'Europe et les US plus particulièrement.
où on est commercialisé, on a le marquage CE et la FDR. On a un peu plus de 5000 patients qui ont bénéficié de notre technologie jusqu'à maintenant. Donc c'est une technologie mature on est en pleine expansion. Et je suis ravi de répondre à vos questions si vous en avez et de discuter plus en détail si certains d'entre vous essaient pour intégrer notre technologie, notre solution dans vos hôpitaux. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette présentation de InHeart et ce jumeau numérique du cœur. On va pouvoir passer à la présentation de SearchCare. Donc, je vous rappelle juste en parallèle que vous pouvez poser vos questions sur la partie questions-réponses en bas. Et on prendra toutes les questions à la fin de ces 3 présentations. Donc, SearchCare va être présenté par Franck Verdon, qui est directeur du conseil scientifique et clinique et cofondateur. Je vous laisse la main, Franck. Merci beaucoup, Alexa. Donc, alors, en effet, je suis également anesthésiste réanimateur et maître de conférence à Sorbonne Université. Donc, je suis ravi de vous présenter SearchCare, qui est une entreprise qui est en réalité une spin-off de la recherche qui est réalisée à la fois à Sorbonne Université et à Stanford University et qui a pour objectif de s'appuyer sur la puissance du système immunitaire pour essayer de développer la médecine de précision avec un premier élément étant donné mon background et puis les personnels avec qui j'ai travaillé, qui est la médecine périopératoire et en particulier la chirurgie. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire de rappeler que la chirurgie, malgré toutes les innovations qui ont pu avoir lieu au cours des 10 dernières années, en particulier en termes de pratique, d'optimisation de la préparation des patients en préopératoire, et bien encore dans un certain nombre de cas, donc on considère que dans certains sous-types de chirurgie, ça peut monter jusqu'à 30% de patients qui vont se compliquer après la chirurgie. Quand on parle de complications, on parle de complications infectieuses. En particulier les infections pulmonaires, les infections du site opératoire. Et ces patients se compliquent alors qu'il est très difficile de prédire ceux qui vont se compliquer, quelle que soit l'expérience du praticien. Il y a une belle étude française menée en chirurgie hépatique qui met bien en évidence que l'intuition, qu'elle soit chirurgicale ou anesthésique, ne permet pas de réellement prédire quel est le parcours que va observer un patient en post-opératoire. Il y a un certain nombre d'études dans la littérature, en particulier dans la recherche translationnelle, qui mettent en évidence que le facteur clé qui va expliquer la récupération post-opératoire, c'est en réalité le système immunitaire au stress chirurgical. Et cette réponse, elle va balancer entre inflammation et immunosuppression. Et c'est cette amplitude de réponse qui va déterminer la récupération à la chirurgie. Quand on parle de récupération à la chirurgie, c'est la durée d'hospitalisation, c'est le taux de complication post-opératoire, c'est également la douleur, et en particulier la douleur chronique. Et donc, chez Surge, on s'est appliqué à développer à partir de la recherche qui a été réalisée à la fois sur Sorbonne Université et à Stanford University, 3 innovations qu'on a poolées pour pouvoir prédire et en tout cas optimiser la prédiction de ces patients qui vont se compliquer ou de ces patients qui ne vont pas se compliquer. Elle s'appuie sur 3 innovations. La première, c'est on développe, dès la partie préopératoire, on a développé un kit sanguin qui, à partir d'une seule prise de sang, permet de mimer la chirurgie in vitro et d'étudier la réponse immunitaire in vitro en préopératoire et de corréler cette réponse immunitaire in vitro au stress in vitro à la récupération post-opératoire. Et la deuxième innovation est qu'on s'appuie sur une plateforme qui est issue de Stanford, qui s'appelle la CyTOF, la cytométrie par time of flight, qui permet d'aller travailler dans un grand nombre de sous-types cellulaires de l'inflammation, l'activation, la réponse immunitaire interne à un stress in vitro. Et c'est cette réponse qui est étudiée, et c'est donc la 3e innovation, grâce à l'application de méthodes de machine learning qui viennent d'être publiées dans Nature Biotech, on est capable de réduire cette signature immunitaire qui est extrêmement importante à 10 biomarqueurs, qui sont des biomarqueurs ou moins, qui sont des biomarqueurs qui sont tout à fait utilisables en pratique clinique et donc réalisables dans les laboratoires des hôpitaux, dans les laboratoires de ville. Et donc, in fine, je vous présente ici le premier use case et surtout le premier produit que nous proposons et que nous développons actuellement, en particulier aux États-Unis. Et ce produit a été validé, est en cours de validation par une étude que nous avons finalisée en France, qui a été portée par l'hôpital Foch
et dans lequel participaient la Science publique, l'Institut Montessori et l'hôpital Saint-Joseph, qui est le kit Presight, qui est donc un test préopératoire qui permet de prédire les complications infectieuses, et en particulier les complications infectieuses du site opératoire, mais également les pneumopathies infectieuses, avec une performance qui est proche des 90%, alors qu'en comparaison, les scores cliniques actuellement utilisés prédisent l'occurrence de ces complications à hauteur de 65%, donc on est proche du hasard. In fine, l'objectif est de pouvoir proposer un test qui s'intègre de manière très simple dans le parcours patient, c'est-à-dire avec la réalisation de ce test qui est réalisé dès la période préopératoire, il peut être réalisé au moment de la consultation avec le chirurgien ou de la consultation avec l'anesthésiste réanimateur. Et l'objectif, c'est qu'en moins de 24 heures, des résultats soient fournis, et des résultats qui sont donc objectifs, quantitatifs, et qui permettent à la fois au chirurgien et à l'anesthésiste réanimateur de prendre des décisions sur le parcours patient afin de le personnaliser, soit en améliorant ou en proposant des parcours préopératoires, en particulier avec la préhabilitation, qui soient extrêmement personnalisés, soit sur le parcours post-opératoire, qui permettent de sortir les patients les moins à risque précocement et de pouvoir réallouer les ressources, en particulier infirmières et médicales, sur les patients les plus à risque. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui porte ça, c'est une équipe qui est franco-américaine, avec des médecins qui sont anesthésistes réanimateurs, des chirurgiens et des ingénieurs data scientists. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je prends bien évidemment toutes les questions qui seraient posées par cette présentation. Merci beaucoup. Merci Franck pour cette présentation claire. On va pouvoir passer à la dernière présentation de ce groupe de panélistes qui sera pour la société RDS par Pierre-Olivier Béal, directeur marketing de RDS. Bonsoir à tous, je suis enchanté de vous présenter RDS. Donc RDS est une société qui est incubée en Alsace au sein de l'IHU Strasbourg et qui est accélérée en Île-de-France au sein de l'écosystème Future for Care. Et nous développons la solution Multisense. Multisense, c'est une solution connectée, qui permet de monitorer à distance, en continu, et avec un niveau de qualité équivalent au moniteur hospitalier, les signes vitaux, les paramètres physiologiques des patients. La première version de la solution, elle est pour la fréquence cardiaque, le rythme respiratoire, la saturation en oxygène, la température cutanée, le niveau d'activité et la posture du patient. Je parle de solution parce qu'il y a 3 composantes principales. Il y a en premier lieu un patch connecté miniaturisé qui fait environ 8 cm par 4 cm, qui pèse environ 25 grammes, qui vient s'installer dans le haut du dos et qui permet de collecter les paramètres physiologiques en continu avec un très haut niveau de fidélité. La deuxième composante de la solution, c'est une plateforme cloud, plateforme web, qui permet aux professionnels de santé de visualiser les paramètres physiologiques des patients à distance, qui intègre également différentes possibilités de notifications configurables. Et puis, nous fournissons également, troisièmement, la solution avec différents services d'accompagnement notamment au déploiement et à l'utilisation de notre solution de monitorage. Donc, le dispositif Multisense, il a été validé par 6 études cliniques qui ont notamment porté sur le niveau de qualité de la mesure des paramètres avec de très bons résultats, même sur des paramètres qui sont traditionnellement difficiles à mesurer, par exemple comme la saturation en oxygène ou le rythme respiratoire. Le patch a une autonomie de 5 jours, c'est-à-dire qu'il peut rester en place pendant 5 jours et la batterie est calibrée pour tenir au minimum 5 jours. Et on a également montré de très bons niveaux d'acceptation, de très bons niveaux de confort des patients dans les études cliniques. À l'origine du projet, il y avait une ambition, c'était celle de miniaturiser le moniteur hospitalier dans une solution qui soit connectée, donc qui soit continue et puis qui soit centrée sur le patient plutôt que sur la chambre d'hôpital. Il y avait cette volonté finalement de rendre les protocoles de monitorage moins invasifs, de réduire aussi le nombre de fils autour des patients et puis de permettre d'assurer à distance en continu la surveillance des patients. Le dispositif il peut être utilisé à la fois en milieu hospitalier et au domicile. On fournit notamment une solution de connectivité qui permet aux patients de rentrer chez eux
et de continuer à être surveillé à distance. Et notre cas d'usage initial, c'est d'accélérer la sortie d'hôpital après certains types de chirurgie, par exemple chirurgie digestive, cardiaque ou thoracique. Et nos solutions clairement dans le déploiement de programmes de sortie précoce de l'hôpital de type RAC. Donc, un exemple type, c'est une patiente qui subit une chirurgie digestive. Aujourd'hui, elle reste par exemple 8 jours à l'hôpital. On a une infirmière qui passe en chambre, qui collecte et qui enregistre les paramètres manuellement toutes les 6 à 8 heures. Avec Multisense, l'objectif, c'est que la durée d'hospitalisation de cette patiente, elle puisse être réduite, par exemple, de 2 jours. Cette patiente, elle est équipée avec le dispositif Multisense avant la sortie d'hôpital et elle est surveillée à distance de manière automatique et continue. Donc, en facilitant le déploiement de ce type de programme, on recherche 3 types d'objectifs. Il y a des objectifs positifs pour les patients en termes de récupération, en termes de réduction des risques de complications, en termes de qualité de vie. Il y a également des impacts positifs pour les établissements de santé. Alors, en fonction des services, la réduction de la durée moyenne de séjour peut se traduire par une augmentation de la capacité opératoire, peut se traduire par une réduction du coût total de la prise en charge ou une meilleure optimisation euh, du temps infirmier, par exemple. Et puis, il y a également un impact positif pour la planète parce qu'une journée de prise en charge à domicile, c'est globalement moins consommateur de déchets, moins consommateur d'émissions de CO2 qu'une journée de prise en charge à l'hôpital. Voilà, RDS, c'est donc une équipe d'une vingtaine de personnes, comme je le disais, principalement incubées au sein de l'IHU de Strasbourg. Et nos développements technologiques et médicaux, ils sont validés par un comité scientifique d'environ 9 chirurgiens en France et à l'international. Et donc, ceci conclut ma présentation et heureux de prendre des questions sur la solution. Merci beaucoup. Merci Pierre-Olivier pour cette présentation très claire. Je vais reprendre la main. Je vais donc tous les participants, n'hésitez pas à poser vos questions sur la petite partie Q&R en bas de l'écran. Et donc nous venons de voir les présentations de InHeart, SurgeCare et RDS. Donc InHeart qui développe globalement un jumeau numérique du cœur, SurgeCare qui est un test permettant de prédire les complications infectieuses au site opératoire, et RDS qui facilite le déploiement de programmes de sortie précoce de l'hôpital. On a deux questions que je vais commencer à poser. Donc, la première concernant le patch RDS, simplement, est-ce qu'il se décolle lors des douches? Alors, les patients peuvent prendre la douche avec le dispositif et ne peuvent pas prendre de bain, par exemple, mais le dispositif, il est waterproof, hein, entre guillemets, c'est-à-dire que la douche est tout à fait possible. D'ailleurs, on est sur un port continu, en général, dans les protocoles qu'on discute, de 5 jours, en fait, sans ôter le patch. Ok. Merci Pierre-Olivier. Et encore une autre question pour vous. Est-ce que le système RDS est adaptable aux enfants dès la naissance? Alors, on ne l'a pas testé sur les enfants et de mémoire, réglementairement parlant, aujourd'hui, on ne peut revendiquer une application qu'à partir de 15 ans. Donc, la réponse est non. Ok, très bien, merci pour cette information. Je vais laisser le chat un petit peu encore ouvert pour d'autres questions. En tout cas, je vous rappelle juste que il y a eu deux webinaires. Bon, je prends une question et je ferai ma conclusion après. Donc, une autre question encore pour RDS. Qui surveille les patients connectés? Est-ce que c'est une structure hospitalière ou une structure dédiée? Alors, la réponse, c'est ça dépend. On est sur des services qui ont mis en place une infrastructure organisationnelle de type RAC, par exemple, qui emploie des infirmières RAC. On a des hôpitaux qui nous disent le monitorage des constantes à distance, on se voit bien le confier à l'infirmière RAC. Euh, pour les hôpitaux qui n'auraient pas mis en place ce type de structure organisationnelle, on peut travailler en fait avec des sociétés tierces
par exemple, des plateaux infirmiers qui vont pouvoir réaliser un préfiltrage des notifications sur la plateforme, monter en fait que de l'information prédigérée à l'équipe médicale du patient, suivant des arbres de décision qui sont prédéfinis à la mise en place des protocoles. Je continue avec vous, Pierre-Olivier. Toujours en se remettant sur le sujet de l'accessibilité aux enfants au système RDS, est-ce qu'il y a une possible évolution pour rendre ça accessible aux enfants? Alors, c'est possible, mais je n'ai pas la réponse et je vous propose de me renseigner sur ce Ok, sujet-là. Ouais. très bien. Je pense qu'il y avait vos contacts et nous avons j'ai pas le nom de la personne qui a posé la question, mais je pense que vous pouvez demander les contacts à Ouais, l'ARS qui les transmettront. ouais. Euh, On continue encore avec vous, Pierre-Olivier. Nouvelle question, est-ce que le patch peut être utilisé pendant l'hospitalisation à la place des solutions habituelles? Alors, la réponse est oui, sous certaines conditions. Donc, c'est un dispositif médical de classe 2A qui s'adresse à des patients qui ne sont pas en situation critique. Donc, on va plutôt s'adresser à des patients qui sont stabilisés. On a en effet beaucoup de demandes pour faciliter les protocoles de monitorage intra-hospitalier, par exemple, en unité conventionnelle. Voilà. Ok. Très bien, merci. Et pour revenir sur le sujet de enfin, de qui surveille les patients connectés, un participant a donc, postulé qu'il faudrait donc que l'infirmier soit en contrat. Je voulais juste développer là-dessus si vous avez quelque chose à ajouter, mais Il me faudrait peut-être un petit peu plus de détails oui. sur le contexte, mais voilà, on est sur des infirmiers. Par exemple, dans le cadre d'infirmiers ou infirmières RAC, on est sur du personnel qui est employé en général par l'hôpital, en fait, par l'établissement de santé. Donc, c'est cette personne-là qui est en charge de faire le monitorage des patients à distance. En espérant que ça éclaire un petit peu là, peut-être Je la pense remarque de ouais, de je Madame pense que Hérault. aussi. Hamza, je pense qu'on va pouvoir passer peut-être à la suite. Donc j'aurais juste ajouter le fait que ben voilà le Médicène tenait ben voilà à vous les panélistes, merci pour cette présentation. LRS pour ben, l'organisation de cette AMI. Euh, et donc on a hâte de voir bien sûr ben, les collaborations qui vont pouvoir émerger de cette AMI et de ce webinaire. Et donc ça c'était ce que je voulais ajouter, mais on a finalement une autre question. Toujours pour RDS, avec le patch, est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir une sepsis alerte? Sepsis, pardon. Alors, on n'a pas de fonctionnalité validée sur une sepsis alerte aujourd'hui. Aujourd'hui, Ok. en fait, les notifications, elles sont configurées de manière assez binaire, en fait, hein, pour être tout à fait transparent sur chacun des paramètres qui sont mesurés, c'est-à-dire, par exemple, euh, saturation en oxygène descend en dessous de tel seuil pendant tant de temps, il y a une notification qui est émise. On peut les configurer de manière personnalisée pour chaque patient, en fait, sur chacun des paramètres qui sont mesurés par la solution. Eh ben, Hamza, je vais pouvoir te laisser la main si tu veux Oui, ajouter des oui, éléments. oui, merci beaucoup. Donc, merci à tous. Et vraiment, c'est une très brève conclusion en soi. C'est pour un peu clore ce webinaire. Donc, un grand merci aux modérateurs qui ont pu organiser ce webinaire très intéressant et aussi merci à tous les représentants de différentes solutions qui sont très innovantes et très intéressantes, qui vont dans le sens des travaux initiés du coup l'année dernière, donc comme évoqué en début de webinaire. Et donc, en ce sens-là, merci encore une fois au professeur Philippe Henri-Jean, qui a pu du coup défendre
élevé auprès des responsables à l'ARS les fonds nécessaires pour justement continuer à accompagner les projets qui sont en lien avec ces thématiques très intéressantes et notamment la mise en place du coup d'un appel à projet qui viendrait conforter cet accompagnement. Et donc, pour votre information, on est sur le point de finaliser le lancement de l'appel à projet santé numérique qui devrait avoir lieu normalement. On a prévu dans le timing, c'est la semaine prochaine, mais il y a encore quelques ajustements. Mais normalement, on est prévu entre mardi, mercredi au plus tard fin de semaine. Et donc, c'est un appel au projet qui sera ouvert sur 6 semaines. Donc, clôture des dépôts de dossiers normalement fin avril. Les modalités de candidature et de remplissage du dossier seront notamment notifiées dans l'appel à projet. Aussi sera notifié les montants alloués à cet appel à projet et les modalités de sélection de dossiers. Et normalement, ce qui est prévu aussi dans le timing, c'est la réunion du jury prévue au mois de mai, si je ne me trompe pas, et la notification des résultats. A priori, on est sur le mois de juin. Donc, j'avance pas de date fixe pour vraiment laisser une certaine marge de manœuvre. Mais grosso modo, c'est ça les grandes temporalités. Et donc, c'est un peu ça la conclusion de ces ensembles de webinaires. Donc, c'est le lancement de cet appel à projet. Et bien, je pense que j'ai fini et je te laisse la main, Alicia. Merci beaucoup. Merci Hamza. Donc voilà, on est très très heureux en tout cas que cette AMI, ce webinaire puisse se conclure sur le lancement de cet appel à projet. Medicine est très impliquée donc sur ces sujets d'innovation chirurgicale. Donc on salue vraiment cette initiative. Je rappelle, oui, avec le professeur Henri Jean-Philippe et Émile Simawad. On vous remercie tous. Je pense que ça, je me prononce pas, mais je pense que pour pour le partage en tout cas de contacts, etc., il faudra passe plutôt par l'ARS, si je dis pas de bêtises, Hamza. Et voilà, donc je tiens à vous remercier de nouveau les panélistes. Et merci aussi pour les questions qui ont été posées, qui ont permis d'avoir plus de précision. Donc, vous obtiendrez cette rediffusion je pense, d'ici une semaine, d'après ce qu'avait dit Aya. Et donc, n'hésitez pas, d'ici aussi une semaine, donc il y aura les détails de l'appel à projet. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. S'il n'y a pas d'autres questions de panélistes ou de participants, on va pouvoir clôturer cette séance. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et merci pour votre investissement.